Hello tout le monde, je rêvais de le dire, Tailwind V4 est enfin là. Ils ont annoncé la bêta qui est sortie et aujourd'hui ensemble on va découvrir toutes les nouveautés. Pourquoi c'est juste trop bien, qu'est-ce que ça va changer, est-ce que c'est juste une petite version comme ça? Non, vraiment pas, il y a vraiment énormément de nouveautés. Et plein de belles choses. Ceux qui détestaient Tailwind parce que c'était trop éloigné du CSS, déjà que l'argument était bancal, ça l'est encore moins. On va découvrir ça dans la vidéo, donc n'hésitez pas de rester jusqu'à la fin justement pour voir tous les avantages. Et on met tout en pratique dans un vrai projet. Comme vous voyez, on se retrouve sur la documentation et avant de commencer quoi que ce soit, on va venir installer dans le projet justement d'exemple en question la nouvelle version de Tailwind dans un projet vite. Donc on vient justement installer et on va voir si on fait face à des problèmes parce que j'ai pas encore essayé. J'ai lu toute la documentation mais j'ai pas encore essayé. On vient installer tout simplement Tailwind, on l'indique dans la vite config, on ajoute le plugin Tailwind dans la config et normalement tout devrait être bon. On a juste première différence déjà voilà. Avant, on avait un fichier tailwind.config.ts ou JS, peu importe, ou NJS. Et donc, il y avait une sorte de confusion entre... Il y a besoin du JavaScript, mais en même temps, c'est un framework CSS. C'était déjà un petit peu confus. Et ils ont décidé de tout passer au maximum, et dont la configuration, en CSS natif. C'est-à-dire qu'ici, dans notre fichier CSS, on a simplement à indiquer import Tailwind CSS, et normalement, tout est bon. On le voit déjà, ça a changé par rapport au projet. On voit déjà que le style avant et après a changé. Si j'enlève ça, vous allez voir, c'est plus du tout le même. Vous avez vu l'instantanéité d'ailleurs. De vite, quel plaisir. On va commencer à parcourir. Donc maintenant que c'est installé, vous avez vu, ça nous a pris que quelques secondes. Pour des projets Next.js, ça peut peut-être être un poil plus long, étant donné qu'il y a PostCSS. Mais en fait, de ce que je vois, ça ne l'est pas spécialement. Il y a juste à indiquer dans PostCSS, comme dans ViteConfig. Et tout est ready. J'ai essayé de transférer un projet existant qui était déjà en Tailwind V3 et de le passer sur la bêta. C'était un petit peu compliqué pour des gros projets, donc ce que je vous conseille, c'est de pas faire la migration tout de suite, mais par contre, si vous lancez un projet, je vous conseille vraiment de commencer par la V4 parce qu'elle est stable à partir du moment où on commence directement en V4. C'est-à-dire que la migration est pour l'instant un petit peu bancale, il y a des erreurs un petit peu partout souvent, mais pour commencer un projet, c'est parfait. Comme je le disais, ils ont fait un code mode pour justement faire les migrations, mais honnêtement, c'est pas idéal, donc je vous invite à essayer plus tard. Vous avez vu, déjà, gros changement, c'est les changements de performance. Ils ont grandement amélioré. On peut trouver ça risible, étant donné que c'est du CSS et que tout va déjà très vite. Sauf que dans des gros projets, c'est honnêtement considérable. Des 400 millisecondes pour les développeurs front-end qui passent leur temps à juste faire des micro-modifications, justement faire de la micro-animation, et donc le pixel près compte, bah honnêtement, on en revient vite à faire des dizaines de modifs, et gagner des millisecondes par-ci par-là, c'est que du bonheur, tout simplement. Je l'ai évoqué, mais gros changement, c'est que tout est CSS first. C'est-à-dire que le parti pris de Tailwind, c'est de ne plus avoir justement de fichiers JS ou TS en configuration, tout se fait depuis le CSS. On voit ici le import Tailwind, comme on pouvait le faire avant dans le Tailwind config, et maintenant le thème est ici. Vous voyez déjà qu'il rajoute des couleurs avec la norme --color le nom de la couleur et les différentes variantes. Donc déjà, premier avantage, vous le voyez, ça va être introduit, oui, juste après, par les CSS variables. Avant, on passait par quelque chose d'un peu bizarre, on faisait theme entre parenthèses, la couleur entre parenthèses, c'était quelque chose d'un petit peu compliqué, notamment quand on venait mélanger Tailwind CSS et du CSS natif. Maintenant, il n'y a plus du tout ce problème, c'est juste un bonheur. Pareil, quand du coup, algorithmiquement, on veut certaines couleurs, bah, étant donné que c'est des CSS variables, elles sont déjà toutes là, et donc on peut accéder à toutes les couleurs, peu importe ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on n'aura pas des galères de « Ah, ça build, mais en même temps, on n'a pas appelé la couleur, donc Tailwind ne peut pas la variable, donc il ne la met pas en production. » Et donc on se retrouve... donc là, c'est pour des cas avancés, évidemment, hein, mais on se retrouve du coup des fois à avoir du mal à accéder à certaines couleurs Tailwind, étant donné qu'on y accède soit en JS, soit en CSS pur. Donc, le CSS First, je l'attendais depuis si longtemps. On va voir plein d'exemples pendant la vidéo, ne vous inquiétez pas.
Deuxième gros changement, ils ont introduit toutes les couleurs en OKLCH. On va le voir normalement juste après, mais plutôt que d'être du HSL, ça permet d'avoir des couleurs plus précises et je crois plus consistantes entre les différents appareils, mais ils ont quand même essayé de s'approcher au plus des anciennes couleurs, c'est-à-dire que la migration entre la V3 et la V4 ne se verra pas d'un point de vue des couleurs. Les CSS cascades sont maintenant nativement utilisés. Donc ça, petit changement pour le build, mais entre guillemets, c'est qu'il se rapproche de plus en plus du natif. Les cascades, c'est quand on vient mettre une classe dans une classe. Vous voyez ici le state, et ensuite on vient faire un point alerte, et ensuite un P, pour justement choisir précisément les différents éléments. Maintenant, ça utilise la version native du CSS. Pas de grands changements en termes de pratique, parce que là, c'est le build qui en ressort. Mais globalement, ce qu'il faut se dire, c'est que ça va être plus stable. Ça sera moins de la configuration custom. Et comme je le disais, vu que c'est du natif, forcément, on se retrouve avec moins de bugs quand on utilise du Tailwind avec des points map ou des changements via le JS. Automatic Source Detection qui a été amélioré. Plus besoin de renseigner les différents inputs à mettre. Plus besoin d'exclure le node modules, le point next et tout ça. Maintenant, c'est beaucoup mieux géré apparemment. Donc ça, je l'ai pas encore testé. Mais à voir aussi dans les monorepos si ça marche bien. Mais comme ils le disent de toute façon ici, on peut, comme avant, dans le fichier CSS directement, encore une fois, ça c'est vraiment un bonheur, on peut indiquer une nouvelle source à inclure, notamment dans un node module. Vous voyez, on peut inclure un dossier spécifique qui peut donc potentiellement être utilisé pour les monorepos quand on veut pas que ça soit build, que par exemple notre librairie d'UI dans le monorepo, elle soit pas build mais directement traitée par l'application principale, Et du coup, on peut indiquer la source. Encore une fois, de moins en moins de configuration. Il n'y a plus besoin d'importer dans la config les différents fichiers CSS qu'on importe, par exemple depuis le globals.css. Là, tout est géré nativement. Encore une fois, je vais pas m'étaler. C'est juste beaucoup moins de configuration à faire, moins d'erreurs. Tout est natif. C'est du bonheur, en fait. L'idée de Tailwind, on l'avait déjà lu dans ce qu'il voulait faire pour la V4. C'était justement de rendre tout simple, out of the box, pas besoin de configurer des 1000 et des 100 pour un petit projet. Pour un gros, toujours permettre la possibilité justement de faire de la configuration un peu avancée. Donc là, un petit peu pareil, ils utilisent Lightning CSS. Globalement, ce qu'ils disent, c'est encore des configurations en moins et plus rapide à compiler. On l'a vu tout à l'heure sur les performances. Ça a pas mal d'avantages. Ça régale. Merci, tout simplement. Là, on va commencer à arriver sur du très, très, très lourd. Regardez bien ça. Je sais pas si on se rend compte de la dinguerie. Et vous voyez ici, on a bien gridscalls 73. Il n'y a plus de configuration pour des classes un petit peu cheloues. Ce qu'ils disent, c'est que avant, je sais pas si vous vous rappelez, ça allait de 1 à 12. Et donc, si on voulait quelque chose de custom, on vient ici mettre une accolade. On venait mettre ici, du coup, un crochet-crochet et on mettait ensuite 20. Visiblement, en plus, ça marche même plus. Mais globalement, ce qu'ils disent, c'est que maintenant, il n'y a même plus besoin des crochets. On vient juste indiquer 20 et vous voyez, directement, on a des valeurs un petit peu custom comme ça. Donc 8, il existait déjà, mais si on voulait aller 13 par exemple, avant, on ne pouvait pas, à moins de faire donc ce crochet-crochet. Maintenant, il n'y a plus d'écriture un petit peu dégueulasse. On va venir enlever tous les crochets. Je ne sais pas si on se rend compte de la puissance, mais ça veut dire que même sur les gaps, ça marche. Imaginons, on veut un gap de 17 qui n'existe pas en Tailwind V3. Globalement, vous voyez que automatiquement il est géré et que ça fait bien un gap de 17. Ça, c'est vraiment du bonheur, ça va rendre tout beaucoup plus lisible. À voir comment sont traités quand même les thèmes un petit peu plus classiques, c'est-à-dire que moi j'aimais quand même bien l'idée de la norme du côté de on va que gap 16, gap 20, ça rendait un côté homogène et ça faisait pas des choses aléatoires avec des gaps différents un petit peu. Donc à voir s'il n'y a pas moyen de recommander un espacement et que du coup ça soit que exceptionnel qu'on utilise les autres. Mais par contre, ça va tellement me simplifier la vie sur beaucoup de trucs custom où souvent je passais par du CSS inline. Souvent en fait ce que je faisais avant c'était d'écrire un style ici quand je voulais quelque chose de pas normal. Ça évitait de faire un tailwind pas trop lisible. Du coup j'arrivais souvent à des choses comme ça, à mettre par exemple ici du 17 rem. Maintenant plus besoin, tailwind c'est beau, c'est simple. C'est plus chiant comme avant, quoi. Et pour autant, c'était très peu chiant. Ils ont réussi à rendre quelque chose de trop bien alors que c'était déjà trop bien. Globalement, cette version, c'est de la simplification partout. Ils l'ont fait pour tout, hein. Vous voyez que les Z40, si je mets Z3, qui normalement n'existe pas, hein,
qu'on vient venir dans la console chercher mon Z3, on voit ici que le Z-index 3 a bien été mis, ce qui n'existe pas dans la version 3. Voilà, donc ça marche partout, on va le voir encore plus en détail après, mais c'est un bonheur. Je sais pas si ça marche également pour les couleurs, on va le voir. On peut le tester, en fait. Si je fais un BG Ember, par exemple, voilà, on a ce BG Ember là, et si d'un coup je mets un hashtag 3, 6, voilà. Ok, pour les couleurs, ça a pas l'air d'être comme ça, donc on va voir comment ils vont les traiter. Ah non, j'ai mis Ember, my bad. Ok, donc c'est pas pour tout. Ou alors ça va venir, je sais pas. Mais en tout cas, pour les couleurs, il y a encore un crochet, par exemple, ici. Donc à voir s'ils vont changer ça, je sais pas. Mais il faut savoir que c'est quand même pour beaucoup de choses. On voit ici les opacités, les Z-index, les grids, un bonheur. Pareil, ils ont rendu beaucoup plus explicite tout ce qui est lié à la sélection. Donc toutes les variantes data, et ensuite on indique la sélection. On le voit, l'exemple est très explicite ici. Plus de crochet, on peut directement venir mettre selected. Globalement, c'est beaucoup plus propre, beaucoup plus intuitif. Ça évite de se dire « Ah, on est en train d'écrire quelque chose de pas normal, pas géré par le framework », qui était un peu le cas avant, où on avait l'impression de faire du code pas normal alors qu'en fait, c'était des comportements normaux en CSS et même recommandés. Donc, encore une fois, c'est bien, ça va vraiment augmenter la qualité du code qui avant, parce qu'on voulait respecter Tailwind et ses règles, des fois on faisait des choses pas forcément propres parce qu'elles n'étaient pas explicitées dans la doc. Et donc si on vient pas de l'univers CSS, ça rendait des fois des choses un petit peu dégueu. Un petit peu dans le même style, maintenant tous les paddings, les margins, donc padding top, les hauteurs, les widths, je viens de voir là, attendez, on va tester, j'ai hâte. Et ben maintenant en fait c'est un multiple d'une variable, c'est-à-dire que ici, dans le thème par défaut, on a le spacing qui est égal à 0,25 rem, donc si on vient faire un MT4, ce qui était déjà le cas, plus ou moins, mais avant c'était explicite. Et bien ici, on vient tout simplement faire spacing x4, et donc ce spacing là équivaut 0,25 rem. On peut l'override si on veut. Ça va être très très bien par exemple pour tout ce qui est rounded probablement. Et c'est surtout pour les hauteurs. Est-ce que ça veut dire que je peux mettre par exemple un H 125 BG Amber? La réponse est oui. La réponse est oui. Vous voyez ce hauteur 125, maintenant il est compris comme ceci, ce qui permet donc de mettre toutes les hauteurs en rem. Avant, je sais pas si vous vous souvenez, mais ce qu'on voyait beaucoup, c'était de voir des 120 px, du coup, donc 120 x 4, on était vers près des 400. Et du coup, de base, où on préconise des mesures en rem pour qu'elles soient proportionnelles aux configurations, genre du zoom, et donc que ça soit accessible, et ben dès qu'on faisait des valeurs custom, on n'utilisait plus ces rem parce qu'on est des flemmards, et que c'était chiant à calculer. Là, il y a plus de problèmes. Donc, on va encore vers du web plus accessible, plus responsive. C'est du bonheur. Globalement, là où on était contraint dans Tailwind avant, on ne l'est plus. On l'a déjà évoqué, mais il change toutes les variables qui étaient définies en RGB. Maintenant, c'est du OKLCH. Donc voilà, ce qui est plus moderne, étant donné que c'est beaucoup plus proche de ce que les écrans modernes peuvent afficher. Donc, on va avoir des couleurs plus vives, comme ils le disent. Mais globalement, ils sont restés sur des couleurs très proches. Ce qu'ils disent, c'est qu'on n'aura pas l'impression de changer de thème en passant à la V4. Ils ont quand même gardé des couleurs très proches, même si ils ont rendu certaines couleurs plus vives, du coup, grâce au KLCH. We've tried to keep the balance between all the colors the same as it was in V3. On l'a déjà évoqué, mais plutôt que ça soit des themes, entre parenthèses, quelque chose, maintenant, c'est que des CSS, des variables CSS. Donc on peut écrire du CSS qui prend en compte les mêmes variables que Tailwind, beaucoup plus simple pour la gestion du thème, où avant c'était une vraie galère. Dès qu'on voulait faire quelque chose de dynamique, encore une fois, c'était complexe. Si on voulait, imaginons, je vais vous faire un exemple. Regardez bien. Ici, imaginons, on a 8 couleurs. Flex call, j'enlève ça. Un truc qu'on ne pouvait pas faire avant, c'était par exemple ceci, parce que c'était mal géré. Amber, allez, on va se mettre un petit red ou violet, j'aime bien violet, ça va faire découvrir un peu des couleurs quoi. Voilà, imaginons on veut afficher un dégradé de couleurs, donc 8 cases qui prennent toutes les valeurs de Tailwind du BG violette de 100 à 900. Vous voyez que dynamiquement on peut pas. Si on fait ça, vous voyez qu'on n'a aucun résultat et pour autant les classes de chaque élément sont bien BG violette 600, 500, 400, 300. Ça, on pouvait pas le faire, même avec des CN, donc des class names. C'était franchement une galère dès qu'on voulait générer dynamiquement des valeurs. Le problème,
c'est que si on veut les passer en variable CSS, bah pareil, pour accéder aux couleurs Tailwind, fallait importer les couleurs de Tailwind qui soient pré-rendues, donc l'indiquer dans le thème, donc charger tout. Ça faisait un build time énorme. Maintenant, étant donné que c'est des variables CSS, on va pouvoir faire la même chose en utilisant le style. Par exemple, on va dire faire un background color qui est égal à var-color-violet de ça. J'ai pas essayé, mais normalement c'est censé marcher. Vous voyez? Vu que c'est des CSS variables, on peut du coup beaucoup plus facilement maintenant utiliser les couleurs de Tailwind, même en faisant du JavaScript. Ça, avant, c'était franchement une galère, mais vraiment. Quand on voulait afficher des couleurs aléatoires, par exemple, avec des classes Tailwind, pareil, impossible. Enfin, impossible, non, mais pas comme on vient de le faire. C'est-à-dire que pas en un mini exemple comme celui-là, quoi. Globalement, gros avantage de ce côté-là. Vous voyez, on peut écrire des choses un petit peu complexes comme ça grâce aux nouvelles définitions de variables CSS. Désolé pour ce temps, mais je trouvais que ça valait le coup pour montrer un exemple réel de pourquoi Tailwind V4 c'est trop bien. Grosse nouveauté ici aussi, c'est que les couleurs maintenant avec l'opacité sont automatiquement gérées. C'est-à-dire que quand on définissait dans notre thème couleur primaire, par exemple ici color blue, et ben dès qu'on faisait un /50, l'opacité, bah ça marchait pas parce qu'il fallait l'expliciter dans le thème. Maintenant, par défaut, toutes les opacités de couleurs sont gérées automatiquement, même pour les couleurs custom. Je ne sais pas si on se rend compte de la puissance, c'est-à-dire qu'on peut maintenant avoir thème Tailwind qui est brandé à la marque du site web, et pour autant avoir toute la puissance de Tailwind des classes de couleurs. Ça, c'est franchement un vrai bonheur, je sais pas si on se rend compte. En fait, c'est ça le problème de cette vidéo, c'est que c'est des modifications énormes, mais je sais pas si on se rend compte en vidéo de la puissance que ça va libérer, parce que du coup, j'ai un gros projet avec Tailwind où justement, il y a souvent des cas complexes qui arrivent dans ces cas-là. Bah là, tout est simple, quoi. Tout marche. Autre grosse nouveauté qui va être dite après, mais je vous la présente maintenant. Mais globalement, ils ont enlevé tous les BG opacity. Maintenant, c'est que du /50 après la couleur. Ça, grosse nouveauté pour des choses un peu spéciales, c'est que on peut maintenant nativement utiliser le Container Query Support. C'est-à-dire que si on reprend cet exemple, peut-être que certaines personnes ne savent pas ce que c'est. Et du coup, je vais vous montrer à quel point c'est puissant. Voilà, avec mon petit exemple, du coup, j'ai repris le système de container. Sauf qu'avant, il fallait un plugin, justement, pour gérer en fonction du parent du container. Si, regardez, je réduis query. Donc là, jusque-là, vous vous dites, OK, qu'est-ce que ça change? Le carré jaune prend la width entière. Parce que la media query n'est pas liée à la window, mais bien liée au parent qui a @container. Avant, c'était un plugin Tailwind qui, en plus de ça, marchait. Enfin, était un petit peu buggé. N'hésitez pas à aller voir la doc, il y a plein de détails justement sur ce Container Query Support. La Transform 3D. Énormément de classes utilitaires ont été rajoutées. Maintenant, on a aussi du coup le Scale Z, évidemment, le Translate Z, Perspective Near, Normal, Mid-Range, Distant, Origin Button, tout ça. Donc ça, c'est des propriétés CSS si vous voulez faire de la 3D. N'hésitez pas à aller jeter un œil pour faire des choses un petit peu créatives. Gros changement sur les dégradés de Tailwind aussi. Plus de BG gradient bottom right ou machin, on peut directement spécifier l'angle du dégradé, alors qu'avant c'était que 45 degrés dans tous les sens. Encore une fois, alors ça c'est vraiment un bonheur par contre, vous allez vite comprendre pourquoi ils sont passés en OKLCH. Au milieu, ça faisait très terne, ça faisait pas des couleurs modernes du tout, parce que du coup c'est limité par la gestion RGB des couleurs. Ce qui n'est plus du tout le cas avec OKLCH. Et ça, c'est un bonheur. Vous voyez le deuxième dégradé, beaucoup plus moderne, beaucoup plus actuel. Et donc maintenant, c'est géré par Tailwind. Plus besoin de passer par des couleurs un petit peu gérées en CSS, un petit peu gérées par Tailwind. C'était un enfer. On peut quand même revenir sur un BG linéaire à l'ancienne sRGB, hein, de ce que je vois. Mais j'ai l'impression que c'est quand même nativement OKLCH. Je vais vérifier. Voilà, je crois qu'il n'y a pas trop de débat à avoir. Ça va changer. Voilà, ça va vraiment changer beaucoup de choses. Quelque chose qui manquait tellement, les dégradés coniques qui étaient pas faisables avant en Tailwind. Encore une fois, moi typiquement sur ma librairie de composants QQI, j'utilisais tout le temps du CSS pour faire des dégradés coniques qui sont très utiles pour plein de styles artistiques, notamment les boutons. Je vais vous montrer un exemple concret. Bah ça en fait, derrière, c'est un fond dégradé en conique qui tourne sur lui-même. Très simple à faire en CSS. En Tailwind, c'était pas possible. Donc on devait encore une fois faire quelque chose de custom. J'imagine que c'est ce qui est fait là. Si je reviens, Conic Gradient qui appelle une classe custom du coup. Voilà. Maintenant tout ça, ça devrait être beaucoup plus simple, étant donné que c'est géré
nativement. Voilà, tout simplement. C'est un bonheur. Désolé, hein, je répète souvent que c'est un bonheur, mais vraiment, cette mise à jour fait beaucoup de bien. Donc ça marche sous le même principe, on va pas tergiverser pendant 2 ans, BG Conic, slash... Alors, j'ai du mal à comprendre ce qu'on met du coup ici. Peut-être qu'il faut écrire en degrés. Est-ce que ça serait pas genre... Je n'ai pas la réponse, bah tout simplement, dites-le moi en commentaire si vous avez compris comment sont gérés les Gradient Conic. Ça me donnera la petite info. Ici, encore de la consistance. Globalement, c'était très compliqué de faire justement cet effet-là de bouton qui est très moderne. Donc avec un inset et un inset shadow. Maintenant, c'est géré beaucoup plus nativement, encore une fois. Des choses qui étaient complexes et compliquées à faire en Tailwind CSS, voire impossibles. Ou toujours avec des crochets dans tous les sens. Donc du coup, valait mieux passer par du CSS parce que beaucoup plus explicite, beaucoup plus compréhensible. Maintenant, il n'y a plus besoin. Voilà, et vous voyez que ce style de bouton va, à mon avis, beaucoup se répandre, étant donné la facilité que ça va être d'implémenter ce genre de bouton. Ça a touché beaucoup de choses. Avant, les shadows XS n'existaient pas, et les shadows SM et les shadows normaux étaient presque... Enfin, le gap était trop grand. Ce qu'ils ont rajouté maintenant, c'est le 2XS, le XS, et du coup, le shadow normal devient le shadow SM, et du coup, ils ont rajouté un shadow normal. Donc la plage de shadow est en gros beaucoup plus grande, ça va permettre pas mal de choses, étant donné qu'on était beaucoup limité avant, avec ces shadows justement qui n'avaient pas du tout les mêmes normes que les autres classes Tailwind. Donc là, ils ont juste normalisé un petit peu toutes leurs classes. Ça fait du bien, un petit coup de neuf sur les shadows. Ça manquait, et encore une fois, très souvent, quand on voulait des styles sympas, on était obligé de passer par des classes custom Tailwind pour du shadow. Maintenant, ça va être beaucoup moins le cas, notamment avec ces inset shadow black, avec l'opacité qui est gérée encore une fois beaucoup mieux qu'avant. Plein de nouvelles possibilités. Je pense vraiment, hein, je pense pas me tromper là-dessus. On va voir beaucoup de sites se moderniser, en fait, grâce à ces nouvelles classes Tailwind, parce que ça va répandre des classes qui étaient méconnues ou peu utilisées, ou qui prenaient trop de temps justement à utiliser en CSS. Maintenant, ça va être très simple de le faire. Honnêtement, guettez un petit peu toutes les librairies de composants, notamment QuickUI, celle que j'ai évidemment, mais il va y avoir beaucoup de nouveautés. À mon avis, beaucoup de composants qui vont être released, c'est quasi sûr. Ça, mon Dieu que c'est incroyable, c'est juste fou. Je sais pas s'il y en avait beaucoup qui ont eu l'occasion de le faire, mais avant, quand on avait un input en texte aria, pour faire ce micro-effet là, de tout simplement venir faire s'agrandir, et ben ça c'était un enfer. Globalement, des fois, souvent, on le voyait codé de manière JavaScript. C'est-à-dire que c'était pas du CSS. Là maintenant, tout est CSS, donc de une, il y a beaucoup plus de chances que ça crache pas. Et surtout, ça demande beaucoup moins de ressources, c'est beaucoup plus fiable. C'est que globalement, un effet qu'on voit beaucoup, notamment pour les utilisateurs de Notion, on va lui mettre une mine H1 peut-être. Ah, c'est juste la width full qui manquait. Voilà, globalement, voilà. Vous voyez, on a cet input là, et globalement, ce qu'il faut voir, c'est que ça s'agrandit, peu importe le contenu. Et ça paraît rien, mais globalement, en termes d'UX, c'est ce qu'on attend en fait d'un texte aria. Et globalement, avant, c'était géré même, il y a des librairies React qui existent que pour faire ça. C'est-à-dire qu'ils donnent un texte aria qui augmente en fonction du contenu. Et maintenant, c'est géré en natif. Et ce qui est bien, c'est que si on met un outline hidden, et ben en fait, ça fait juste un texte éditable. Vous voyez? Et souvent, le problème avec ça, c'est qu'on pouvait pas revenir à la ligne. Parce que le comportement normal de ça, si je viens faire un resize none, bon bref, on n'aura pas quelque chose de beau aujourd'hui. Mais globalement, pour des to-do list ou autres, bah c'est beaucoup plus simple d'avoir quelque chose de responsive. Je crois que je vais pas m'éterniser dessus, je pense que vous avez compris le potentiel de ça. Pour ceux qui n'ont pas touché, ils doivent juste se dire, bon c'est normal quoi, c'est le comportement attendu. Oui, mais c'était une galère avant, globalement. Je vais m'arrêter pour ce composant. Globalement, je suis trop content. Je sais pas si ça se voit, mais moi, ça va me simplifier un code dans une application que j'ai de malade. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 150 lignes de code en JS, peut-être que je me trompe, en fait, sans doute que cette classe, si ça se trouve, existait en CSS, mais en tout cas, elle n'était pas répandue. Donc le fait qu'elle soit... Oui, voilà, il y a des chances limited availability. Peut-être qu'elle n'est pas gérée sur Firefox, et du coup, ça serait à voir comment ils ont géré ça, comment Tailwind à gérer pour le rendre valable sur tous les browsers. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Si on va sur Mozilla, bah on a le même comportement encore une fois. Ah non, ça, c'est juste scrollable, autant pour moi. Vous voyez, c'est que disponible sur Chrome. Après, il y a des chances que ça passe vite sur le reste parce que c'est quelque chose d'attendu
Et en plus, du coup, vu que c'est mis en avant par Tailwind, peut-être que ça va aider à pousser un petit peu. Font stretch. Alors, ça va être plus pour un aspect artistique, mais encore une fois, ça donne des possibilités qu'il n'y avait pas en Tailwind, qui existaient bien entendu en CSS. De toute façon, Tailwind ne fait qu'exposer des variables CSS de manière plus simple. Et donc, quelque chose qui n'était pas faisable avant, c'était de venir stretch les polices d'écriture. Et ce qui est donc très pratique pour certains styles, notamment des différents brandings de marques, pour donner encore une fois plus de main aux développeurs pour appliquer le style des designers. L'ajout de la variante note qui permet de dire quand le composant est hover mais pas focus, tu viens mettre un BG Indigo 700. S'il est focus, eh ben tu viens pas le faire. Attendez, j'ai loupé un truc là. Ah oui, j'ai loupé la plus grande classe. C'est vraiment encore une raison trop bien de pourquoi je suis trop enthousiaste à l'idée d'installer Tailwind V4. C'est le starting style qu'on attend depuis si longtemps. C'est-à-dire qu'il y a un composant, vous voyez ici par exemple un popover, qu'on vienne l'afficher ou pas. Donc ici, on vient lui dire quand il est open, tu le mets à 100 d'opacité. Quand il est pas open, tu le mets à 0. Globalement, c'est ce qu'on veut pour avoir cet effet-là un peu de fading, fade out. Avant, c'était pas possible parce qu'on n'avait pas le starting. Et quand du coup l'élément apparaissait, c'était pas juste du caché. Là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'apparaît pas dans le DOM, le composant. Vous allez voir, ce composant-là, qui est celui-là. Autant pour moi, alors je suis pas bien sûr d'avoir compris la puissance. Non, mais globalement, en gros, si ça reste ça. Quand un élément est affiché pour la première fois, on peut lui appliquer certaines transitions. Ici, l'opacité, transition all, vous voyez ici, qu'on va lui mettre. Et donc, au moment où il apparaît, on peut lui mettre... C'est donc ça, en fait, j'ai compris. Je vous la refais. C'est toujours aussi puissant, mais je viens de comprendre comment on l'utilise. Pas l'objectif, mais comment ça s'utilise. En fait, c'est que quand il apparaît, la première frame, avant, quand c'était open, ça lui mettait déjà opacité 100. Donc en fait, la transition ne se faisait pas parce que ça apparaissait, et d'un coup, il avait l'opacité 100. Sauf que maintenant, on peut lui dire, il apparaît, tu lui mets une opacité de 0, et la frame juste après, tu lui mets une opacité de 100. Globalement, c'est ce que vient de faire ce add starting style, et qui s'utilise avec le starting 2 points. Donc, ça rend beaucoup plus simple, et ça évite de faire et d'utiliser plugin Tailwind d'animation, qui permettait de faire des fade in, fade out et tout ça. Maintenant, le open permet justement de mettre la variable. Par exemple, vous pourrez ici mettre un translate x, quand ça s'affiche. On peut essayer tout simplement en disant, j'ai envie d'essayer quand même si ça marche avec un affichage programmé, c'est-à-dire que visible, set visible, react state, voilà, comme ça, false. On va mettre un button, type button, et du coup, ce que je vais mettre, c'est tout simplement un visible. Bon, il me fait chier, export const, return, et tu me return ce truc-là. Bon, vas-y, tout ce formulaire si tu veux. Mon copilot, il a envie de se régaler. Est-ce que, donc globalement, ce qui se passe, on a le bouton Show Content. Vous voyez que ici, on a encore du texte blanc, il m'emmerde. On peut afficher et cacher. Avant, on pouvait pas, à moins de faire des transitions à l'apparition, qui était c'est pareil, tu le faisais encore en JavaScript, ou tu utilisais Framer Motion pour mettre un init. Maintenant, on peut tout simplement faire un transition, starting opacity 0, starting, je sais pas, un translate, translate Y, moi je voulais de 10 par exemple. Évidemment, on met un translate 0, et un opacity 100. Et vous voyez, là, en 2 secondes, on a une animation quand ça apparaît. Je ne sais pas si on se rend compte de la puissance. Ça, avant, pour le faire, les gens qui voulaient pas sortir du cadre de Tailwind, du coup, le faisaient globalement en JavaScript. En 2 secondes, vous voyez, j'ai pu mettre le style que j'ai voulu à l'apparition de la frame, qui donne un rendu beaucoup plus grand. Alors, malheureusement, il n'y a pas ça, exit. Ça, c'est bien triste, mais bon, on l'attend un jour, Ou ending, peut-être. Non, j'ai eu espoir. Encore une fois, c'est pas disponible sur Mozilla Starting Style, donc à utiliser avec précaution, bien entendu. Je sais pas quand, du coup, à mon avis, c'est une question d'animation. Ils attendent 7 secondes avant de le désafficher, globalement. J'ai l'impression que c'est ça. C'est un peu embêtant, mais ça a l'air d'être ça, globalement. Donc, on l'a vu juste avant, le note qui permet donc de dire quand il est pas focus, alors tu fais tel style. Ça permet encore une fois d'améliorer l'expérience utilisateur de toutes les interfaces. Donc, on peut que être content. C'est-à-dire qu'on peut afficher différents styles selon le browser. Si on vient dire, si le grid n'est pas supporté, alors tu mets un flex. Là, encore une fois, c'est trop puissant parce que
On a vu tout à l'heure que le starting style n'est pas implémenté, donc potentiellement, on pourrait mettre différentes choses. On a vu aussi juste avant qu'il y avait un autre truc qui n'était pas supporté par certains browsers, genre le field sizing. Bah, encore une fois, on peut mettre un not support field sizing. Dans ce cas-là, tu me fais tel ou tel rendu. Tu lui mets une hauteur plus grande, du coup, si c'est pas supporté, de size auto. Donc voilà, pas mal de choses qui sont bien pratiques. C'est juste une condition de plus. Donc si l'élément HTML est marqué comme inert, et donc qui peut pas être cliqué, qui peut pas avoir d'interaction, bah on affiche différents styles. Là encore, c'est juste trop bien, ça se met à jour. NTH, ça c'est extrêmement bien aussi. On va pouvoir, avant c'était une vraie galère, on était obligé de le faire souvent en JS aussi, accéder aux différents enfants. C'est quelque chose qui existe depuis très longtemps en CSS évidemment, mais qui était difficile à faire avec Tailwind. On devait sortir du cadre à nouveau. Et donc là, on peut dire le troisième élément de la liste ou de n'importe quel élément HTML, tu viens le mettre sous tel style ou tel autre style. Ça va permettre des implémentations bien plus avancées sans utiliser de JS. On est bientôt sur la fin, rassurez-vous. Avant, du coup, le popover open était difficile. Je sais pas s'il était pas accessible, si ça a l'air d'être le cas, mais en tout cas, le open, comme on l'a vu, prend en compte le popover open. Ils ont amélioré l'étoile qui était bien pratique, c'est-à-dire que si on veut que tous les enfants aient un certain style, donc là, imaginons, je mets BG Ember pour tous les enfants, bah ça met automatiquement le BG Ember sur le bouton et sur le parent de ce formulaire. Maintenant, on a aussi accès au double étoile qui permet de focus tous les enfants. Donc là, c'est pas trop parlant, mais globalement, si je fais un @text blue 200, que ici, je mets un texte red 100. Bon, on va le faire autrement avec une hauteur. Si là, je mets H20 et ici, donc on a les deux, le bouton et le conteneur qui font 20 fois 0,25 rem, globalement. Et ben, le double étoile va pouvoir permettre d'appliquer cette classe à tous les enfants. Donc, double étoile, H20. Et vous allez voir que c'est pas du tout pareil parce que là, tous les éléments vont faire 20. Si je viens mettre un border red, ça va être beaucoup plus parlant. Vous voyez la différence entre si, du coup, je mets partout H20 ou que à certains endroits, bah vous voyez que dans un cas, ça prend tous les parents, dans l'autre, non. Pourquoi on le voyait pas, en fait, c'est qu'ils n'avaient pas de bordure. Un sélecteur bien pratique, notamment qui se combine bien, c'est ce qu'ils disent, avec des sélecteurs précis. C'est-à-dire que si l'élément contient, par exemple ici, il faut un exemple avec data avatar. Imaginons, ici, je mets un data avatar. Avatar. Et ben, ce qui est bien, c'est que dans un parent beaucoup plus haut, on peut venir ici, ça, data-avatar, tu me mets un BG blue 500. Alors, je sais pas si ça marche, par contre, peut-être, si je le mets directement là. Ok, alors par contre, c'est bizarre. Là, c'est quand même pas ouf. Ou alors, c'est parce que je le rendais conditionnellement. Ouais, c'est étonnant. Bah, du coup, ça marche que dans le même composant. C'est étonnant, je sais pas si c'est le comportement volontaire, mais entre guillemets, enfin en tout cas ça marche pas cross-component. Si on le met à un autre composant, ça prend pas la valeur. Je sais pas si c'est volontaire ou pas. À voir si ça change. Du coup, je vois moins l'intérêt, honnêtement. Je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus puissant que ça, la combinaison des deux. À voir si ça évolue. Encore une fois, hein, dites-le moi en commentaire si j'ai mal compris quelque chose. On arrive à la fin des nouveautés. Vous avez vu Tailwind V4, ça va vraiment augmenter le potentiel et la rapidité de code et surtout l'optimisation. En fait, tellement de choses. Je sais pas si on se rend compte la quantité de choses qui se faisaient en JS dans cette release que maintenant on va faire très simplement en même pas 2 lignes de code en CSS. Et donc en plus de ça, ça sera plus fluide, plus propre, mieux géré. Je vous passe un petit peu tous les détails des customisations, des configurations de dark mode, des spécificités, de comment on passe de la V3 à l'ancienne. On le verra ailleurs. Peut-être dans une autre vidéo si vous voulez plus de détails, un exemple concret. Peut-être que je ferai une vidéo pour passer cuit en Tailwind V4 et justement je montre la puissance en modifiant certains composants, en le rendant plus simple. Ça peut être intéressant, dites-le moi si ça vous intéresse. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je suis très curieux d'avoir votre retour. C'est la première fois que je vais faire une vidéo aussi longue. Donc n'hésitez pas à me dire si ce format vous plaît, si j'ai été assez précis, si vous aimez que je découvre un petit peu en même temps que vous, ou si vous préférez que je prépare en amont, comme ça je vous explique encore mieux. On évite de tergiverser sur des bêtises. Mais globalement, je trouve ça intéressant. Ça permet de mieux retenir.
Donc voilà, dites-moi tout ça en commentaire, j'espère que vous avez kiffé, et moi je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde, peace.